Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. 2 jours après la fête internationale du travail qui a réuni entre 150 et 300 000 personnes dans toute la France, je vous propose de suivre une table ronde sur l'art et le monde du travail. Cette table ronde organisée au Sénat par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a réuni des réalisateurs de cinéma, des photographes et des chercheurs pour montrer que les œuvres artistiques peuvent apporter un autre regard sur les enjeux du monde du travail. Je vous laisse écouter cette table ronde. Je suis heureux d'ouvrir ce colloque organisé par l'association Lumière sur le travail, et nous ne nous quitterons pas d'ici ce soir, et l'Organisation internationale du travail à l'occasion de son centenaire. Pour le célébrer, vous avez, avec votre bureau de Paris, et avec Cyril Côme, avec qui aussi j'ai une vie antérieure, ainsi qu'avec Madame le professeur Prunier-Boulmer, vous avez innové. D'une part, avec l'exposition de photos sur les grilles du Sénat consacrées au travail, d'autre part, avec ce premier thème du colloque, art, culture et travail, ce que l'art dit au travail. Vous retrouvez ainsi l'esprit de ce que l'on appelait l'éducation populaire, ou celui de l'action syndicale et des comités d'entreprise, avec leurs œuvres sociales et culturelles, ou encore l'action des entreprises elles-mêmes, avec des actions de mécénat. En se plaçant ainsi sur ce terrain de la culture et du travail, vous poursuivez en quelque sorte le rêve, et je l'ai mis entre guillemets, le rêve humaniste de Jean Zay ou d'André Malraux. Rêve de donner à l'homme les moyens de son épanouissement. Vous mettez en évidence un tripartisme aussi, au service du travail et des arts, l'action de l'État pour la culture, l'action des représentants des salariés et l'action des chefs d'entreprise. C'est une transition, monsieur le directeur général, pour en venir à l'Organisation internationale du travail et ce qui fait son originalité, le tripartisme. Nous venons d'ailleurs d'échanger au cours d'un moment plus personnel sur l'actualité ou non de ce tripartisme, y compris dans nos pays. La seconde partie de ce colloque est en effet consacrée aux enjeux de ce centenaire, avec les points de vue des partenaires sociaux. Et il reviendra à Madame la ministre du Travail, Madame Pénicaud, de dresser des perspectives d'évolution et de tracer des orientations du G7 social qui devrait se tenir avec vous en juin à Paris. Mais revenons à 1919. Et nous sommes dans la salle qui porte le nom de Clémenceau. Pauvre traité de Versailles que, monsieur le directeur général, votre compatriote Keynes a fustigé. Il n'avait sans doute pas entièrement tort. Et je vais évoquer là la question des réparations à l'époque, pesant sur l'Allemagne et l'humiliant, et conduisant sans doute, et ce matin je partageais avec les représentants autrichiens, un référendum sur l'Anschluss, dont on sait les conditions, ce qui doit nous amener tous à réfléchir aussi sur la démocratie. Mais sa partie 13 de ce traité est à l'origine de l'OIT. Inutile d'insister sur le fait que cela témoigne, dans le monde troublé de l'après-Première Guerre mondiale, de la prise de conscience de la nécessité d'une action internationale et d'un mécanisme supranational permettant de contribuer à pacifier les rapports sociaux. Un an après, la création du comité d'hygiène de la Société des Nations, ancêtre de l'Organisation mondiale de la santé, sera de la même façon, si j'ose dire, la réponse à la dramatique épidémie de grippe espagnole, qui fit sans doute plus de victimes encore que la Première Guerre mondiale. Il est de coutume dans notre pays
lorsque l'on parle de votre organisation, monsieur le directeur général, de mettre en avant les Français qui l'ont incarné. Albert Thomas, bien sûr Arthur Fontaine, Léon Jouot, Francis Blanchard. Mais on oublie parfois trop le rôle et l'influence de syndicalistes américains ou de vos compatriotes britanniques au moment de la naissance de l'Organisation internationale du travail. Mais aussi, que dire du soutien du président Roosevelt lors de la conférence internationale de 1941. Vous voyez qui pouvait participer à une conférence internationale en 1941, ou de l'esprit de la déclaration de Philadelphie, si bien remise en perspective par monsieur le professeur Suppiot. L'OIT est aujourd'hui à un moment clé, me semble-t-il, pour réaffirmer sa conception de la justice sociale. Notre monde me paraît soumis à deux injonctions contradictoires. Première injonction, d'un côté, on ressent le besoin d'une action internationale compte tenu de la mondialisation, et c'est a priori l'intérêt de tous. Et de l'autre, il y a une remise en cause des mécanismes multilatéraux et un doute sur l'action des organisations internationales. Un autre de vos compatriotes, M. Goodhart, a opposé dans un livre récent les gens de nulle part, ceux qui peuvent se déplacer et seraient des citoyens du monde, et ceux de quelque part qui sont enracinés et veulent garder leur identité. C'est bien ce que la crise sociétale, sur laquelle nous échangions aussi il y a quelques minutes, dite des Gilets jaunes, me paraît illustrer, au moins en partie, ainsi que le référendum qui a lieu depuis 2016 avec son débat au Royaume-Uni autour du thème du Brexit et qui, je l'ai vu la semaine dernière à la conférence des présidents de parlements nationaux à Vienne, paralyse l'Europe, laissant d'ailleurs le libre champ à ceux qui tournent parfois un peu le dos à l'état de droit. Quant à moi, je respecte cet enracinement. Je comprends les inquiétudes. Je voudrais simplement vous dire ce que me disait un élu municipal de l'Allier, à la limite de la Combraille, début octobre. Vous savez, pour nous, Paris est plus loin de Moulins et de Montluçon que Paris n'est de Barcelone, d'Amsterdam ou de Londres. Je crois que ce questionnement, il nous questionne tous entre être de quelque part ou être de nulle part, entre le nulle part choisi et le quelque part qui n'est pas reconnu. Cette géographie de la périphérie, disait Guilly, dans un rapport à François Hollande, j'écrivais en avril 2015, la France d'à côté. C'est donc, me semble-t-il, à nous tous de restaurer ce lien de confiance, notamment envers la démocratie représentative, garante des libertés publiques. C'est un défi que nous partageons, gouvernement, parlement, acteurs sociaux, parce que je crois aussi à la démocratie sociale, avec sa place dans les hiérarchies, mais aussi aux organisations internationales. Je sais, monsieur le directeur général, que vous avez entrepris, depuis le début de votre mandat, de secouer un certain nombre d'habitudes. On m'a dit de rompre avec les langues de bois, parce qu'on m'a dit qu'il y en avait au moins 3 parfois. Vous voulez vous donner les moyens de relever les défis des changements de l'organisation du travail et de l'évolution des emplois, et nous l'avons aussi évoqué ensemble, tout en promouvant un développement durable, qui est aussi un véritable enjeu, une véritable attente, une véritable demande. Je sais que vous voulez donner à l'Organisation internationale du travail une nouvelle feuille de route sur la base du rapport qui vous a été remis en janvier dernier par la Commission sur l'avenir du travail. Le croisement entre un Sud-Africain et un Suédois, ça peut donner des résultats
équilibrée et des perspectives, en tous les cas, pour être au cœur des problèmes. Il y a aussi, me semble-t-il, et vous y jouez un rôle, à renforcer la cohérence du système des Nations Unies, par ailleurs si souvent mis en cause. Je n'insiste pas sur la difficulté de faire vivre une organisation internationale qui doit, par définition, prendre en compte la variété des cultures, la différence des régimes politiques ou des idéologies. Mais l'Organisation internationale du travail est spécifique. Votre caractère, j'évoquais le tripartisme, le rôle joué par le Bureau international du travail, et aujourd'hui votre force. Mais cela peut être aussi une faiblesse. Faiblesse si vous ne parveniez pas à assurer la cohésion entre les gouvernements, naturellement attachés à l'intérêt national. Ah oui. Les organisations patronales soucieuses de compétitivité et les organisations syndicales demandeuses de normes. Faiblesse si vous donniez l'impression d'être instrumentalisé, soit par les uns, soit par les autres. Je suis revenu à un discours du 50e anniversaire de l'Organisation internationale du travail. Et s'adresser à vous, le président Pompidou, et l'OIT venait de recevoir le prix Nobel de la paix. Les propos du président Pompidou, il y a 50 ans. L'audace, et il parle du caractère tripartite, fut à vrai dire tempérée par la sagesse. Et les États membres de l'organisation ont accepté ce qui constituait à l'origine une si profonde innovation grâce à l'expérience de ceux qui, sur les bancs du Conseil d'administration et de la Conférence du travail, surent au long des années veiller avec prudence au respect des règles, qui alliaient l'idéalisme de son inspiration au réalisme de ses mécanismes institutionnels. Cette institution ne peut vivre sans la concertation permanente de ceux qui la composent. Et il s'agit là d'autre chose que d'une clause de style, puisque c'est la seule explication que chacun ait pu trouver pour justifier la survie du Bureau international du travail, alors qu'il eût fort bien pu partager le destin de la Société des Nations. Fin de citation. J'ai eu l'occasion, monsieur le directeur général, il y a un peu plus de 3 semaines, ici même, à l'occasion d'un débat partenaires sociaux, gouvernement initié par la Commission des affaires sociales du Sénat sur la réforme des retraites, d'insister sur la nécessaire transformation dans notre pays de notre dialogue social et le besoin, même si ce n'est pas mode de le dire, de renforcer nos partenaires sociaux, en se posant sans tabou ni idées préconçues les questions de nature à asseoir leur représentativité. Chacun sait que je ne fais pas partie de ceux qui veulent cantonner le dialogue social à la seule entreprise. Je le redis comme je l'ai dit à l'occasion de ce colloque. Je crois au corps intermédiaire, qui s'appelle syndicats, associations, élus locaux, chambres consulaires. Je souhaite qu'il soit fort. Et on a vu que le premier des corps intermédiaires dans ce pays en pleine crise, ça restait les 35 000 maires de France qui assuraient cette proximité. Je le dis devant un certain nombre de mes collègues qui ont eu l'expérience d'élu local. Moi, j'ai ma formule pour les élus. Elle m'a été piquée par plus célèbres que moi. C'est parce qu'ils sont à portée d'engueulade. Ça veut dire qu'ils sont à portée des hommes et des femmes qui les interrogent. Mais je ne peux pas terminer mon propos après avoir dit que l'on parle peut-être un peu trop des Français à l'OIT et pas assez de ceux qui incarnent d'autres traditions d'action sociale. Je vais citer un Français. Il a été président d'un conseil d'administration du BIP. Il a été ministre du Travail. Et je dois dire, il manque cruellement à notre vie politique nationale. C'était à Genève, c'était en 2003. J'allais découvrir votre monde l'année suivante, moi, comme ministre du Travail.
C'est Philippe Séguin. Et je le cite. « Si j'ai abordé la mondialisation par son angle social, elle est et demeure un phénomène multiforme, dont toutes les composantes interagissent. Derrière le problème social, il y a le problème politique. Et dans le problème politique, il y a aussi celui majeur de la diversité culturelle. Car le défi à relever est celui de la dignité des hommes. Et il y a deux grandes conditions à cette dignité des femmes et des hommes. Avoir des conditions de vie décentes, mais aussi avoir les moyens de l'épanouissement personnel dans une double dimension spirituelle et culturelle. C'est ce à quoi vous nous invitez cet après-midi. Je vous souhaite un excellent colloque et je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour aborder cette question de l'art et du travail à l'occasion du centenaire de l'OIT. J'espère que beaucoup d'entre vous ont pu voir les photos exposées sur les grilles du Jardin du Luxembourg. Cyril Combe et Sophie Prunier-Poulmer l'ont bien expliqué. Cette exposition « Être au travail » dit tout sur les intentions de l'association Lumière sur le travail qui a conçu cet événement. Une photo d'un artiste, un texte de chercheuse ou de chercheur. C'est une étonnante et trop rare complémentarité qui permet pourtant de sensibiliser le grand public, mais aussi au-delà les pouvoirs publics sur les grandes évolutions du monde du travail. Alors que nous dit l'art du monde du travail? Le monde du travail a-t-il besoin de l'art? Ce sont deux questions que nous allons essayer de creuser aujourd'hui avec les participants de cette table ronde, que je remercie. Isabelle Dogareil, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes aussi directrice du Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale à l'Université de Bordeaux. Antoine Rusbach, vous êtes réalisateur, vous êtes auteur d'un premier long métrage qui s'appelle « Ceux qui travaillent », on ne pouvait pas mieux trouver. C'est un film qui est sorti en Suisse, mais qui sortira en France en septembre prochain. Cédric Lapiche, on ne vous présente plus, vous êtes réalisateur, scénariste et producteur. Richard Calvar, vous êtes photographe de l'agence Magnum. On peut voir vos photos exposées sur les grilles du Sénat. Jean-Michel Turpin, vous êtes photographe aussi. Vous avez remporté le prix World Press 1998 avec une magnifique photo de bébé entre les mains d'un médecin. C'est le travail aussi. Et on peut voir vos photos également sur les grilles du Luxembourg. Dominique Méda, sociologue, philosophe à l'Université Paris-Dauphine et titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi, politique sociale. Et enfin, Bernard Thibault, on vous connaît bien sûr comme ancien secrétaire général de la CGT, mais aujourd'hui, vous êtes surtout membre du conseil d'administration du Bureau international du travail qui réfléchit sur l'avenir du travail. Alors, je me tourne très vite vers vous, Isabelle Dogareil. Vous êtes juriste. Le code du travail, ce n'est pas forcément artistique ni poétique. Alors, que dit l'art, et en particulier les photos, que ne disent pas les textes des scientifiques et des juristes? Oui, le code du travail n'est pas un roman ou une photo, en effet. Néanmoins, il y a dans le code du travail l'ancien livre 7, désormais partie 7, qui rassemble un certain nombre de figures particulières, de professions particulières qui ont demandé à être protégées par le droit du travail, et en particulier les artistes du spectacle. Ceci pour dire que l'art et les arts et les artistes, plasticiens, art du spectacle, etc., revendiquent le fait que l'œuvre artistique, c'est du travail, c'est du boulot. Bon, ceci étant dit, en effet, le droit a son langage, il a sa langue, les arts ont leur propre langue également. Et entre les deux langages, entre les deux langues, il y a un écart énorme, presque incommensurable, mais pas complètement. Le droit, c'est le langage de la rationalité, du formalisme, d'une certaine forme d'abstraction, parfois d'une certaine forme de quantification, tandis que peut-être que les arts sont plutôt le langage de l'émotion, de la subjectivité. Et évidemment, ces deux langages peuvent aller en parallèle, mais il se trouve qu'ils peuvent aussi s'apporter mutuellement. Et c'est plutôt cette complémentarité que je voudrais mettre en évidence en quelques mots ici. Les arts apportent donc au droit une subjectivité, une réalité, une complexité, incarnent
le travail, avec des corps. On en voit beaucoup d'ailleurs dans l'exposition photo. Ce que ne dit pas forcément de manière aussi claire ou aussi tangible le code du travail. Et donc, il me semble que les arts apportent au droit le plus d'humanité, mais au sens très concret du terme, très pragmatique du terme et très complexe du terme. Parce que le droit, bien sûr, dans le cadre de ses définitions et des qualifications, cherche à rationaliser et à simplifier, à rétrécir, à maîtriser, à ordonner la réalité qui, elle, est débordante, n'est-ce pas? Et donc, ce sont ces débordements que les arts permettent de raconter. Ce que racontent les arts également, et en particulier les photos qui sont exposées, c'est combien le travail est une implication des êtres humains, individuellement, mais ce qu'on voit surtout, c'est la construction collective, l'œuvre collective qui est l'aboutissement de ce travail de chacun et qui est fort bien exprimé, je trouve, dans cette exposition photo. Voilà, je crois que... Oui. Vous parliez du docteur Villermé, qui n'est pas un artiste, mais vous disiez il faut voir pour traduire. Est-ce que c'est ce qu'il a fait comme un artiste, comme un photographe? Oui, en fait... Pour moi, les artistes, cinéastes, romanciers, etc., sont en effet des sortes d'enquêteurs, comme le dit le docteur Villermé, qui se rapproche des travailleurs dans la vraie vie, ou bien les imagine à partir de documents, qui peuvent être d'ailleurs des documents de procès, ou des documents médiatiques, de journaux, etc. Et donc il y a, oui, une sorte d'enquête qui est menée sur les conditions de vie et de travail de ces personnes et qui sont en plus racontées à la fois dans quelque chose de très complexe, mais aussi qui donne une dimension temporelle, parfois qui peut être oubliée quand on regarde un texte dans le Code du travail tout nu, si je puis dire. Alors, ça fait 3 ans, je crois, que vous avez monté une université d'été avec des jeunes doctorants qui s'appelle Filmer le travail, si je ne me trompe pas. Exactement. Alors, dites-moi. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que les arts, et en particulier l'art visuel, que ce soit la photo ou le cinéma, est utilisé de plus en plus par des collègues en Espagne ou en Italie ou en France comme support de cours, comme support pédagogique pour des étudiants qui vont peut-être faire des stages chez des avocats, peut-être aller dans un tribunal, mais pas forcément dans une usine, qui ne connaissent pas forcément des mines, en tout cas chez nous il y en a de moins en moins, et donc le film ou la photo permet de voir quand même les mondes du travail, permet de les voir dans toute leur diversité, dans leur historicité, et donc c'est quelque chose, c'est un support pédagogique important. Et à Bordeaux, avec quelqu'un qui est peut-être ici maintenant dans la salle, Alain Garrigou, qui est ergonome, et auquel je dois d'être ici, et Hélène Stevens, qui est l'ancienne directrice de l'association Filmer le travail de Poitiers. Nous avons créé en effet, il y a 3 ans, une université d'été pluridisciplinaire internationale, francophone, sur le travail. Et nous sommes en partenariat avec l'association Filmer le travail, parce que, justement, comme vous l'avez dit, Sophie, nous nous servons en fait de l'œuvre cinématographique comme vecteur de dialogue entre les disciplines. Puisque c'est une université pluridisciplinaire. Et on l'utilise après une projection en plénière, en salle, et on organise une déconstruction de l'œuvre cinématographique par atelier pluridisciplinaire, de telle sorte que les doctorants décèlent ce qui est dit de leur discipline ou ce qui n'est pas dit de leur discipline ou ce qui est transformé de leur discipline dans l'œuvre cinématographique. Puis ils font une reconstitution en plénière en face de l'auteur, du cinéaste, du producteur ou du héros dans la vraie vie. Et donc là, on voit l'art comme un vecteur de dialogue interdisciplinaire qui fonctionne vraiment très très bien. Alors, je reviens à la photo. Est-ce qu'il y a des photos sur le travail qui sont subversives, des photos qu'on ne montre jamais? Je sais que dans votre cabinet de curiosité à Bordeaux, vous en avez quelques-unes qui n'ont jamais été publiées sur le travail. Oui. Oui, et ça c'est, je crois, une autre fonction des arts, c'est de parler des marges du droit, de ce que le droit ne peut pas dire ou de ce qu'on ne peut pas forcément dire dans un amphithéâtre ou qu'on ne peut pas forcément écrire dans une copie que l'on remet dans un examen de licence. Il y a les marges, il y a les à côté qui sont des situations, des faits
qui ne sont pas forcément à caractère illégal, mais qui sont au bord. Et c'est ces bords, ces marges qui, en fait, sont extrêmement riches de vie, souvent de solidarité, de fraternité, de dépassement, de défis. Et oui, il y en a une d'ailleurs ici, il n'y en a pas tellement d'ailleurs, hein, dans l'expo photo des Jardins de Luxembourg. Il y en a une où c'est un homme qui est en bascule, complètement en déséquilibre sur une sorte... Enfin, il y a le vide visiblement au-dessous. Et donc cette posture du déséquilibre qui est un défi où on ne sait pas exactement ce qu'il va chercher, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe ou qui va se passer ou qu'il empêche de se passer. Et donc, cette situation-là de déséquilibre, je la trouve très significative des marges de ce que peut raconter l'art ou les arts. Et ça dit beaucoup de choses aussi sur le monde vrai ou le monde réel du travail, que ne dit pas le Code du travail nécessairement. Oui, en effet, j'ai dans mon bureau l'exposition photo qui n'a pas été publiée de la construction du pont Chabandelmas construit par Vinci à Bordeaux. Travail, œuvre qui a été suivie par un photographe professionnel qui a suivi donc tout le montage du pont. Et en effet, l'œuvre photographique a été censurée parce qu'il y avait 4 photos qui n'étaient pas montrables parce que décrivez au moins l'une sans harnais sur une position de déséquilibre, mais avec un harnais, il n'était sans doute pas possible d'attraper la tige qui flottait. Voilà, je crois qu'il y avait une impossibilité d'être avec toutes les mesures de sécurité possibles pour réaliser cela. Et puis il y en a une autre qui me plaît beaucoup, qui est très éloignée sans doute de tel ou tel article du Code du travail, quoique peut-être est très proche aussi des premières lois du travail sur la durée du travail, la réduction du temps de travail et l'idée de pause, qui a quand même beaucoup disparu dans nos législations. C'est cet homme qui, pendant la construction du pont, se met à côté du rouage sur lequel il travaille et allume une cigarette pour faire sa pause. Et on y voit là un immense plaisir. Et je pense que ça aussi c'est assez intéressant, même si c'est peut-être interdit de fumer sur le chantier, parce que c'est aussi un peu ça, la vie est dans le travail. Et c'est ça, je crois que les artistes ne nous font pas oublier. Et cela a déjà été dit. On voit bien dans l'exposition photo et dans les films ou dans les romans que, en effet, le travail n'est vraiment pas une marchandise. Qu'il y a des corps, des esprits, des lieux. Il y a un ensemble, en fait, une matière vivante qui justifie tout le droit, tous nos droits nationaux, tout le droit de l'OIT, et j'espère un bel avenir pour l'OIT et son droit. Merci beaucoup. Alors Cédric Clapiche, le travail est devenu un genre au cinéma, mais vous avez été l'un des premiers réalisateurs à traiter ce thème il y a plus de 25 ans avec Rien du tout. Je ne sais pas si on s'en souvient, mais il s'agissait de parler de management participatif, de restructuration dans un grand magasin. Alors vous avez fait d'autres films depuis, évidemment, mais comment représente-t-on le monde du travail dans une fiction? Est-ce qu'il faut s'échapper de la réalité pour mieux montrer le quotidien des gens qui travaillent? Grande question. Alors effectivement, Rien du tout, c'était un film où Fabrice Lucchini était le PDG d'un grand magasin qui ressemblait fortement à La Samaritaine, et La Samaritaine a vécu exactement ce qui s'est passé dans le film à peu près 10 ans après le film. Et l'idée, c'était de montrer les nouvelles techniques de management qui avaient lieu à ce moment-là. Donc c'était en 92, le film est sorti en 92, et c'était pour parler de ça, de comment on voulait rendre agréable la collaboration des employés dans une grande entreprise. Et donc j'essayais de montrer à quel point c'est différent si voilà, quand il y a un groupe de 4 personnes, quand il y a un groupe de 100 personnes ou quand il y a un groupe de 3000 personnes comme c'est le cas dans ce grand magasin, l'organisation des gens entre eux n'est pas du tout la même. Et alors je reviens un peu en arrière, c'est-à-dire que c'était mon premier long métrage, et moi j'ai voulu m'interroger moi et interroger les choses dans ce film sur pourquoi on montre pas le travail, pourquoi on montre pas des gens dans des bureaux dans le cinéma, parce que la fonction du cinéma, et enfin vous le voyez tous, le cinéma hollywoodien est basé sur l'idée de l'entertainment, sur le fait qu'il faut amuser les gens, les faire rêver, les faire sortir de la réalité, et c'est une vraie question de savoir si le cinéma doit faire ça ou si au contraire le cinéma doit
regarder la réalité ou rendre compte de la réalité. Donc, dès mon premier film, je me suis posé cette question-là de savoir est-ce que montrer le quotidien, montrer ce qui n'est pas sexy, ce qui n'est pas fun, peut être un spectacle. Et donc, j'ai essayé de rendre ça spectaculaire, et c'était vraiment une volonté de se dire que les petits riens, c'est pour ça que ça s'appelle Rien du tout, du quotidien peuvent être un sujet de distraction et de réflexion. Et justement, j'avais envie d'interroger le cinéma sur le fait que il est les deux, il est distraction et réflexion. Et réflexion dans le côté miroir de la vie ou miroir du monde qui nous entoure. Mais il y a le ressort de l'humour qui est très présent dans vos films. Est-ce que c'est une façon de ne pas aborder frontalement les choses, justement le monde du travail? Est-ce que c'est une façon de rendre les choses plus abordables pour le spectateur? Je crois que c'est ça le but, c'est de ne pas aborder les choses frontalement. C'est ça qui fait que, par exemple, un journaliste qui va faire un sujet sur le monde du travail ne va pas faire la même chose qu'un réalisateur. Je pense que la personne qui a parlé le mieux du taylorisme et de l'abrutissement au travail, c'est Chaplin. Et lui, il a décalé les choses. C'est-à-dire que tout le monde connaît cette scène des boulons où Chaplin n'arrive pas à suivre le rythme. Et c'est lui qui parle le mieux de l'esclavage à l'usine. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'il n'est pas documentaire, parce qu'il n'est pas réaliste, qu'il est clownesque, qu'il y a un décalage et que du coup, ça parle à tout le monde. Et ça parle beaucoup mieux que des discours politiques ou des documentaires faits par des journalistes. Oui, et c'est 2 minutes dans le film, en fait, cette scène mémorable dont tout le monde se rappelle. Donc, en fait, il faut vraiment construire une narration particulière quand vous créez une fiction. Oui, c'est vraiment le but de la fiction, je dirais. C'est vrai dans les romans et c'est vrai dans le cinéma. C'est qu'on raconte des histoires pour parler de la réalité, mais on n'est pas obligé d'être réel pour parler de la réalité. Et comment vous travaillez en amont? Là, je pense au film Ma part du gâteau, qui raconte une confrontation entre un trader, donc le monde de la finance, et une femme de ménage, qui est jouée par Karine Viard, si je me souviens bien. Comment vous travaillez? Est-ce que vous allez vous renseigner? Vous allez lire des articles, des textes scientifiques, justement, ce dont on parlait tout à l'heure? Oui, moi je fais toujours ça. Je fais un travail de documentation qui est très proche du travail du journaliste. Et ensuite, j'essaye de voir comment justement transposer les choses de façon à ce que ce soit les idées qui comptent et pas forcément la réalité. Le projet, c'était de voir comment la crise de 2008, la crise financière de 2008 a créé une crise sociale. Et comment finalement... Ensuite, on a parlé de licenciements, on a parlé il y avait beaucoup d'entreprises qui délocalisaient, etc. Et donc, du coup, cette crise financière, elle a eu des répercussions dans la vie sociale et dans la vie au travail. Pour parler de ça, j'ai été obligé un peu de fabriquer une fausse histoire et de me dire, voilà, il y a quelqu'un qui est licencié, Karine Viard, qui travaille dans une usine à Dunkerque et qui va se retrouver femme de ménage du trader qui a été responsable de la fermeture de cette entreprise. Et donc, j'ai créé cette histoire qui, je ne sais pas si elle a existé dans la réalité, mais en tout cas, moi, c'était pratique pour parler de ça. Et comme vous avez dit, l'humour me permettait de mettre ensemble ces deux personnes avec quelqu'un qui gagne plus de 10 millions par an et avec quelqu'un qui gagne le SMIC en face, et de savoir c'est quoi la relation de ce trader avec sa femme de ménage. Et du coup, là, dans les scènes très souvent comiques qui existent, dans le décalage qu'il y a entre eux, au lieu d'avoir un discours politique frontal, de dire voilà, c'est une inégalité sociale, etc., le fait de pouvoir rire de ça et que tout le monde comprennent comment c'est drôle ça, justement j'essaye de faire réfléchir sur cette question-là. Alors vous me disiez qu'en 91, au moment de Rien du tout, vous aviez été marqué par une phrase de quelqu'un qui vous avait dit « les gens ne font plus grève, ils partent en dépression ». Comment vous, aujourd'hui, vous voyez les transformations du travail? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que vous regardez le monde du travail, les jeunes par exemple, et est-ce que ça vous inspire pour vos prochains films? Oui, bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on m'a dit sur mon premier long métrage, sur Rien du tout, où on disait, et c'était volontaire, j'avais exprès pas parlé de représentation syndicale dans le grand magasin, parce que je remarquais que les gens étaient de moins en moins participatifs dans les syndicats. Je suis désolé pour tous les responsables syndicaux qui sont ici. Mais donc voilà, c'était une observation et je m'étais dit, voilà, les gens sont moins politisés, moins participatifs au niveau syndical, et pourtant les questions de revendication et les questions de grève, d'injustice sociale sont presque encore plus fortes qu'avant.
Et quelqu'un m'a dit effectivement, les gens se rassemblent moins, font moins grève, mais par contre ont de plus en plus de dépression. Et finalement, et c'est un peu le sujet d'ailleurs du film que je suis en train de faire, c'est que les psychanalystes ont remplacé les responsables syndicaux, si je peux dire. C'est-à-dire que les solutions... Vous répondrez tout à l'heure. Je suis très content. Mais les solutions, parce que les problèmes s'individualisent et souvent les gens se disent je suis responsable d'avoir été licencié. Ouais. Et que du coup, au lieu d'aller voir d'autres gens qui subissent la même chose, vont régler leurs problèmes personnels en se disant voilà je suis un loser ou je suis une victime de la société. Et ça pour moi c'est une des faillites du monde dans lequel on vit. C'est pas une faillite du syndicalisme, c'est une faillite du fait que on va vers une individualisation du travail. On a parlé ensemble du fait, moi j'ai un fils qui a 21 ans, le premier emploi qu'il a fait c'est d'être coursier chez Deliveroo et on l'a obligé à être auto-entrepreneur. Donc j'ai vu à quel point directement il n'était pas en liaison avec les autres qui faisaient la même chose que lui. Ouais. Et je vois comment tout de suite il y a une autre logique dans la façon d'aborder le travail. Donc ça aujourd'hui, je trouve que dans tous les thèmes et tous les défis qui se posent pour le travail, il y a cette individualisation des choses qui fait que on ne vit plus les choses collectivement comme avant. Et puis l'autre chose, si je dirais, c'est ce qui est lié à la robotisation et au fait que le travail est vidé de son sens. C'est-à-dire que avant, on effectuait une tâche, on avait un potager, on construisait une maison, il y avait quelque chose de très concret dans le fait d'effectuer un travail, et qu'aujourd'hui, très souvent, les gens subissent le travail. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès au sens de leur tâche. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une des maladies les plus graves de notre monde. Très bien. Alors, Antoine Rusbach, je vous voyais opiner du chef. Alors, vous venez de réaliser justement votre premier long métrage. Je l'ai dit, qui s'appelle Ceux qui travaillent. C'est un film assez dur sur l'univers du travail, incarné par Olivier Gourmet, qui est un cadre dans le fret maritime, qui n'a jamais vu un bateau et qui doit prendre des décisions très lourdes. Alors, vous, pourquoi justement vous avez voulu, un peu comme Cédric Lapiche, pour votre premier long métrage, vous arrêter sur le travail ? En partie parce que c'est en fait une partie essentielle de nos vies et après voilà, il y a le film sur le travail, c'est un genre en soi aussi, et ça m'intéressait beaucoup de m'attaquer à ce genre-là, voilà, d'une manière un petit peu différente que voilà certains autres films que j'ai pu voir, et enfin voilà, donc c'était cinématographiquement très intéressant et c'était une très bonne manière de parler de notre rapport au boulot, et le film parle aussi beaucoup de la finalité du travail, c'est-à-dire qu'on a ce personnage qui travaille dans le fret maritime et qui achemine tous les biens dans nos supermarchés, et c'était intéressant de voir aussi voilà de parler du travail en voyant à quoi il sert au final. Donc, voilà. Mais vous disiez aussi que vous avez le sentiment que parfois les cinéastes reproduisent dans les films des articles qu'ils ont pu lire ou des textes scientifiques. Est-ce que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber ? Est-ce qu'il y a des zones grises ? Enfin, quelle a été votre démarche là-dessus ? Après, c'est une question compliquée, évidemment. On peut tout faire, mais dans ma démarche, c'était très important pour moi de me poser la question, quelle est la différence entre, et là je rejoins ce que disait Cédric, quelle est la différence entre le journal du Monde sur le sujet et ton film, et qu'est-ce qu'un film peut apporter de plus que une recherche universitaire ou un article de journal. Et c'est une question qui est très intéressante, parce que ce qu'on cherche en tout cas au cinéma et je pense dans l'art, mais c'est pas la vérité objective, mais c'est une autre vérité, la vérité dramatique, qui est en fait et qui va automatiquement poser la question de notre conception des choses. Et ce qu'on questionne tout le temps dans ces films, c'est voilà, nos conceptions. Et avec le sujet du travail, on va fatalement se retrouver face à des questions assez intellectuelles de voilà, la question de la domination de la société sur l'individu, par exemple. Et on est forcé de se positionner par rapport à ça. Et c'est très important pour moi dans ma démarche de ne pas tomber dans un carcan idéologique simpliste ou enfin qui aurait de la valeur voilà, pour ceux qui cherchent la vérité objective, mais la réalité est tellement plus grise que ça. Et ce qui est extraordinaire au cinéma, c'est qu'on peut
représenter la réalité avec ce qu'elle a de gris, de complexe, et de laisser alors la place aux spectateurs de donner sens à ce qu'ils regardent. Et il y a des choses qu'on peut faire au cinéma qu'on peut effectivement pas faire ailleurs. On peut montrer le contre-exemple, par exemple, ou alors on peut affirmer des hypothèses complètement folles et aller explorer leurs conséquences dans ces films qui sont des espèces de simulations de réalité. Et c'est-à-dire que tant qu'on y croit, pour moi, il y a une espèce de réalité derrière, et c'est ce qui m'excite beaucoup dans le cinéma social, dans le cinéma très réaliste, c'est qu'on peut ouvrir peut-être des nouvelles portes d'interrogation. Ouais, alors Olivier Gourmet est très ambigu, justement. On ne sait pas, en le regardant, si les décisions qu'il prend sont la cause justement d'un système, ou bien si ça relève de sa responsabilité individuelle. On ne comprend pas très bien entre les deux qui est le coupable. Effectivement, on ne peut pas dire c'est juste un monde terrible néolibéral qui l'accable. Oui, c'est ça, et c'était quelque chose de très important, c'était de pas... Parce que quand on fait des films sociaux, il y a le discours dans lequel on va le plus vite tomber si on ne réfléchit pas trop, c'est un discours de gauche qui donne voilà, des solutions de gauche, et c'est quelque chose qui me fait très peur. Non pas que ces idées me dérangent, mais c'est que j'ai peur qu'on ait un cinéma qui dise aux spectateurs qui va voir des films d'auteur ce qu'il pensait déjà avant d'entrer dans la salle. Et alors c'est très dangereux parce qu'alors on fait des films de gauche pour gens de gauche qui leur disent ce qu'ils pensaient déjà, et alors le film risque de devenir un bien de consommation. C'est-à-dire qu'on y va pour entendre ce qu'on voulait entendre au départ. Alors c'est hyper dangereux. Et quelle est la conséquence de ça? C'est qu'au final, on va avoir des salles de cinéma qui seront remplies de gens qui sont bien d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord n'oseront même plus entrer parce qu'ils auront l'impression qu'on va les pointer du doigt. Et alors, on ne fait que participer à la polarisation idéologique du monde dans lequel on vit, qui est déjà énorme avec toutes les bulles médiatiques dans lesquelles on est. Et donc, c'est un enjeu très important de dire, voilà, et en plus, les problèmes du travail nous concernent tous. C'est une idée fausse de croire que seule la gauche est préoccupée par l'avenir du monde. C'est absurde. J'ai rencontré beaucoup de gens qui travaillent dans les multinationales en préparant mon film, et c'était étonnant de voir les employés des pires boîtes au monde me dire qu'ils recyclaient le papier d'aluminium de leur sandwich à midi et qu'ils étaient très inquiets du futur du monde. Et donc c'est faux de croire que la morale n'appartient qu'à un seul bord politique. Et donc pour moi, voilà, ces préoccupations étaient très importantes parce que le risque, c'est vraiment de faire ces films qui vont voilà, être un peu contre-productif à mon avis. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Ça m'a fait très peur. Alors, ce qui est intéressant aussi chez Olivier Gourmet, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement impliqué dans son travail. D'ailleurs, il y a une recruteuse qui lui dit vous n'existez pas sans le travail, en fait. Et il y a un décalage entre sa famille, qui, elle, a l'air de complètement dépendre de lui financièrement. Sa femme n'a pas l'air de travailler. Donc, en fait, c'est aussi ce décalage que vous avez voulu montrer. C'est ça, le film parle beaucoup aussi de notre position à nous, de consommateurs, qui justement va très facilement pointer du doigt le système capitaliste en lui faisant porter tous les vices du monde, et en même temps, voilà, on va tous en profiter. C'est-à-dire qu'on aura quand même tous un téléphone portable dans notre poche qui est fabriqué en Chine, dans une usine qui est dessinée par des architectes qui font en général des os pour pas que les employés se suicident. Mais ça ne nous empêche pas de dire que nous, on n'est pas le problème, et que le problème, c'est l'homme en costume cravate. Et ces réflexions-là, un peu simplistes, je les trouve en fait violentes. Et voilà, c'est un cinéma assez dur parce qu'en fait, il nous renvoie ce miroir-là et il nous force à regarder ce que l'on ne voulait peut-être pas voir avant le film. Et donc, c'est un cinéma qui vise à nous ouvrir les yeux sur cette complexité-là, qui est d'ailleurs une complexité qui est tellement grande que moi j'ai pas de réponse, et le film ne donne pas de réponse, et c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir partager des questions qu'on a, de voilà, comment est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Oui, le sens du travail, effectivement, et puis dans la consommation. Alors Richard Calvar, on revient à la photo avec vous. Vous m'avez dit, en fait, la photo, en gros, c'est une menteuse. La photo, c'est menteur. Alors, est-ce qu'il faut, pour aller plus loin, est-ce qu'il faut mettre en scène les photos pour mieux montrer la réalité du travail? Si le but, c'est de montrer la réalité du travail, peut-être, mais je ne crois pas totalement. Mais est-ce que ça, c'est le but? C'est pas mon but de montrer forcément la réalité du travail. Pour moi, la photographie est d'être inspiré par la réalité, mais pas forcément de reproduire la réalité.
Et moi, je vois le monde du travail comme le monde. C'est-à-dire que je m'intéresse à ce que je vois, ce qui se passe. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les rapports entre les gens, l'amour, la haine, la politique, la beauté, le sport, je veux dire l'activité humaine. Je ne suis pas personnellement, peut-être à la différence de certaines personnes ici, spécialement intéressé par le monde du travail. D'accord, mais alors justement, vous m'expliquez avec deux photos. Vous avez fait une très belle photo d'un éleveur, d'un vétérinaire qui va visiter un éleveur en Bretagne, je crois. Est-ce que là, c'est une composition? Est-ce que vous avez pris la réalité telle qu'elle était? Et j'aimerais que vous compariez cette photo avec peut-être celle du surf, qui est assez intéressante, où on voit un prof de surf donner un cours de surf à des gens qui sont en enfilade sur une plage, sur des planches de surf. Ce travail que j'ai fait il y a 2 ans à peu près, c'était sur l'élevage en Bretagne. On m'a présenté un vétérinaire. Je me suis promené avec lui pour voir ses clients. Donc j'ai vu plein de gens différents qui avaient des problèmes différents, des réalités différentes, etc. C'était très intéressant pour moi. C'était là, j'essayais quand même d'être à peu près fidèle à la réalité de la vie des agriculteurs. Pourquoi? Parce que je trouvais que j'avais accepté une certaine responsabilité en acceptant ce reportage, et je ne pouvais pas faire ce que je fais, je dirais pas en général, mais très souvent, c'est-à-dire de jouer avec les apparences. Le jeu d'apparence en général m'intéresse plus que la réalité, ou c'est la relation entre les deux. Là, ça aurait été malhonnête vis-à-vis de ces gens que je commençais à connaître, qui avaient des problèmes, de jouer simplement sur ces apparences. Je pensais à cette photo tout à l'heure parce qu'en fait, en même temps, j'avais fait une autre photo dans la même situation. Je ne sais pas si vous avez vu la photo. Il y a un vétérinaire, il y a une vache qui ne va pas très bien, et il y a l'agriculteur qui est le propriétaire de la vache. Donc, ils discutent des problèmes médicaux. Mais j'avais fait une photo aussi parce qu'à un certain moment, le vétérinaire s'est assis sur la vache. Donc, comme sur un canapé, ils discutaient. Je pense que peut-être ils pensaient que c'était drôle, je ne sais pas. Moi, je pensais que c'était drôle, et c'est en fait la photo que j'ai gardée, qui est apparue dans l'article on avait publié, parce que j'aime bien les choses un peu drôles, etc. Donc, cette photo telle que je l'ai faite là est plus proche de ce que je fais d'habitude que ce qui est sur les grilles. Oui, vous aussi, c'est comme Cédric Lapiche, vous avez plus le ressort de l'humour et du décalage. Hein. Est-ce que la photo sur le surf, par exemple, ça incarne ça? Est-ce que c'est plus proche aussi de ce que vous faites d'habitude? Non, c'est plutôt le contraire. D'accord. Pourquoi? C'est une photo que j'ai prise, j'étais chez des amis au Cap Ferret? Pardon? Au Cap Ferret? Au Cap Ferret. Et puis, bon, il y avait un cours de surf, il y avait mon fils, il y avait le fils de mes amis, des cousins. Et j'ai fait quelques photos comme ça, plutôt comme des photos souvenirs. J'aime pas trop cette photo parce que j'ai mal fait. Je ne suis pas arrivé à bien faire la photo. J'ai coupé les pieds du pauvre instructeur. Sur le plan esthétique, je suis pas très fier de moi. Mais l'autre photo avec la vache, surtout quand le vétérinaire était assis sur la vache, ça c'est plus près de ce qui m'intéresse personnellement. Et alors, il y a une autre photo de mineurs. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous descendez dans la mine? Est-ce que vous vous dites, bon, je vais montrer la pénibilité du métier, ce que nous on penserait tous peut-être quand on s'intéresse au monde du travail, ou bien c'est une surprise totale? Vous dites, je vais descendre là et puis je verrai bien ce qui se passe. Je crois que c'était la dernière mine de France.
qui allait se fermer 3 mois après. J'étais là très rapidement, donc je ne peux pas dire que j'ai fait une longue étude sur les mineurs, etc. J'étais très frappé par cette idée que on allait fermer la mine et que après, ça ne resterait que dans les souvenirs. Il n'y aurait plus de réalité de cette chose. Et que pour tous ces gens qui avaient travaillé dedans, qui travaillaient là-dedans, les gens que j'ai photographiés, tout à coup, il y a un monde qui allait disparaître totalement. C'est ça qui m'a frappé, qui m'a touché. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai rendu dans ma photo, mais c'est la situation qui m'a ému. Et d'une manière générale, est-ce que vous vous dites, je veux essayer de démontrer quelque chose, je veux montrer les évolutions du travail, par exemple on parlait des livreurs, des coursiers à vélo, est-ce que vous avez d'abord une idée, j'allais dire préconçue, vous dire je vais montrer les transformations du travail, je vais aller chercher ça, ou bien vous vous laissez transporter? Moi je préfère me laisser transporter en général. Le travail sur le vétérinaire et les agriculteurs était un peu exceptionnel pour moi. Je préfère voir ce que je vois et donner l'impression de quelque chose qui n'existait pas vraiment, qui peut-être est un peu drôle, etc. Quand vous avez dit, est-ce que vous vouliez montrer, déjà le mot montrer, ça vous irrite. C'est pas mon truc. C'est plutôt de voir et être inspiré, pas de montrer. Il y a un genre de photographie que je pratique un petit peu, qui montre. Mais pour moi, c'est pas la photographie au niveau le plus intéressant. Et pour revenir au mot central de cette discussion, artistique. D'accord. Alors Jean-Michel Turpin, je vous pose un peu la même question. Est-ce que on a peut-être que quand on choisit dans les journaux, je pense à nous, mais à d'autres, est-ce qu'on choisit toujours les images fortes? Est-ce qu'aujourd'hui, les photos sur le travail servent plus à illustrer que peut-être à montrer d'autres choses? Oui, d'abord, je vais juste Allez-y. rebondir sur les propos de Charles. Moi, je fais les photos pas intéressantes, parce que j'ai les photos pas très intéressantes. Il faut parler plus proche du... Moi, j'y vais pour témoigner, à l'inverse de toi qui aime qui est un peu un rêveur et qui interprète. Moi, je vais faire des photos pour transmettre aux autres. Je vais voir à la place des autres, que ce soit en France ou à l'étranger. Je suis pas un spécialiste du travail, loin de là, mais forcément, nous, on est confrontés à beaucoup de métiers, que ce soit un conflit social. Par exemple, comme la Syrie en ce moment à Saint-Saulve. Voilà, donc moi, je me considère pas non plus comme un artiste, mais plus comme un transmetteur, quoi. D'accord. Et alors, est-ce que ces photos, est-ce que je repose ma question, est-ce que vous feriez ces choix-là? C'est-à-dire que par exemple, quand vous voyez des photos de vous ou de confrères, et vous vous dites, est-ce que moi j'aurais pris cette photo-là? Enfin, est-ce que j'aurais choisi dans toute la série de photos que vous avez prises, celle-là en particulier? Donc moi je suis journaliste, photojournaliste, une carte de presse. Donc quand je vais sur un reportage, que ce soit un reportage sur un métier, que ce soit sur un conflit social, j'y vais boîte de décoffrage et je découvre. Et avant tout c'est un partage avec les employés, les ouvriers, les gens qui font ce métier. Donc ça c'est un échange. Moi je vais faire des images et je vais faire des images par rapport avant tout au dialogue et à l'échange humain que je vais avoir avec les gens qui travaillent, parce qu'on parle du travail. Ouais. Je fais mon choix photo et je l'envoie à mon journal qui m'a passé la commande. Après, c'est lui qui choisit les photos par rapport à son rédacteur, par rapport à son papier, par rapport à ses idées politiques. Et là, nous, on n'est plus maîtres. Il y a deux choses. Il y a très souvent, on se dit, mais pourquoi ils sont passés à côté de cette image qui était forte et qu'ils ont pris ce qu'on attendait, ce que tout le monde attendait, le cliché. Ça, j'ai l'impression que ça devient un gros problème de la presse aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de travail en commun entre rédacteurs et photographes qui partent sur le terrain, qui vont passer du temps. Moi, j'ai passé encore fait des sujets pendant 3 mois dans le milieu hospitalier.
c'est exceptionnel, ça n'existe plus. La presse n'a plus ces moyens-là, ou très peu. Très peu de journaux peuvent se le permettre. Là, on arrive à faire un travail de fond avec une vraie collaboration entre le rédacteur et le photographe. Et le rédacteur aura un poids en conférence de rédaction pour dire mais non, c'est l'angle, c'est ça, c'est pas ce qu'on attendait peut-être de notre reportage, mais nous, voilà ce qu'on a vu. Mais ça, c'est de moins en moins parce que la photo, malheureusement, sert de plus en plus d'illustration. On le voit par exemple avec Internet, les Google, etc., qui balancent des photos pour illustrer, au risque même d'illustrer avec des photos qui sont fausses, qui sont anciennes, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Mais alors, vous dites il faut une meilleure collaboration. On imagine aussi le travail des photographes comme étant très solitaire. Vous trouvez qu'il faut une meilleure collaboration avec peut-être on a parlé tout à l'heure de complémentarité, avec éventuellement des chercheurs, pas seulement des journalistes rédacteurs, mais des chercheurs ou des experts du travail. Est-ce que c'est plus riche ? Ça dépend des démarches qu'on a, mais je pense que si on veut faire un reportage de fond sur une profession, oui, il faut être deux. Pas forcément tout le temps, parce qu'il y a aussi un échange qui se passe, une complicité avec les gens, et ça, on l'obtient qu'en passant du temps quand on est photographe. Il faut passer beaucoup de temps, c'est pas faire beaucoup de photos, c'est pas photographier beaucoup, c'est beaucoup échanger, beaucoup écouter, comprendre, pour essayer de le retranscrire. Et puis aussi, gagner la confiance, parce qu'on arrive souvent dans des endroits où les gens sont un photographe, un journaliste, qu'est-ce qu'il vient faire. Donc voilà, il faut s'intégrer, il faut y passer du temps, beaucoup de temps. Et ça, malheureusement, c'est de plus en plus difficile de passer du temps, parce que le temps, c'est de l'argent, quoi. Et que la presse n'a plus beaucoup d'argent. Je vous confirme. Je rebondis sur Isabelle Daugrey. Elle parlait de photos qu'on ne montre pas. Est-ce que le travail, justement, est-ce qu'il y a des photos, vous dites, il y a des moments du travail qu'on montre jamais, comme la pause clope, comme un moment de détente. Est-ce qu'il y a des angles morts du travail, en fait, qu'on ne voit jamais en photo? Oui, il y en a une sur les gars du Luxembourg, l'assiriste qui est avec sa perche. À Saint-Saulve? C'est pas un temps de pause, c'est une attente. Non, pardon, à Saint-Saulve, je disais, pardon. Moi, je photographie à ce moment-là cet homme dans cette position, parce que il y a toute cette force, il y a cette lumière autour. C'est un chevalier. Lumière d'Assyrie, il est habillé comme un chevalier. Il tient. Voilà, c'est une période entre deux moments de travail. En plus, c'est un travail très très dur. C'est des conditions de travail pénibles. D'ailleurs, très souvent, mais dans tous les métiers, mais quand on passe du temps avec les travailleurs, ce qui est intéressant, c'est ils veulent nous faire partager leur passion. Même si c'est des boulots pénibles, que ça soit dans l'agriculture, dans la métallurgie, travailler à la chaîne, ils veulent nous faire partager, ils sont passionnés par leur travail. Qu'ils gagnent des milles ou pas, ils veulent faire partager. Ça, c'est quelque chose que je ressens chaque fois. Faire un reportage sur le travail de la nuit, c'est peut-être le seul sujet que j'ai fait vraiment où le but était de montrer le travail, donc il y avait des métiers totalement différents. Et là, c'est pareil, c'était faire partager ce moment du travail de la nuit qui est bien particulier. Alors justement, pourquoi il est particulier? Qu'est-ce que vous avez découvert sur le travail de la nuit? Il y avait des taxis, pompistes, plein de choses. Ouais. On pourrait faire un colloque sur le travail de la nuit. Bon, on a des ergonomes aussi dans la salle. Le travail de la nuit, il y a des choses intéressantes qu'on retrouve un peu partout. Il n'y a pas de hiérarchie la nuit. D'accord. On ne sent pas la peur de la hiérarchie. Donc il y a une espèce de liberté qui n'empêche pas de travailler, de bien faire son travail, de maîtriser. Mais cette hiérarchie n'existe pas. Donc il y a des moments d'intimité entre travailleurs qu'il n'y a sûrement pas dans la journée. Et puis aussi le fait de faire partie d'un autre monde, un monde parallèle qui est le monde de la nuit. Pas forcément avec des plumes et des paillettes, mais le monde de la nuit des travailleurs. Une espèce de solidarité entre une infirmière qui travaille la nuit et qui va croiser dans son moyen dans le transport en commun, qui va travailler avec quelqu'un qui rentre du boulot à 6h du matin alors que les autres y vont. On sent qu'il y a une complicité entre eux. Vous disiez aussi, il y a une autre temporalité. La nuit, on travaille
peut-être pas plus lentement, mais de manière plus tranquille. Enfin, il y a aussi un autre rythme. Oui, il n'y a pas de stress. Il y a moins de stress, même si le métier est stressant. Quand on est au bloc, à l'hôpital, il y a forcément du stress, mais c'est pas la même chose. D'accord. Alors, Dominique Méda, vous avez entendu un peu tous les intervenants. Est-ce qu'on se reconnaît aujourd'hui dans le travail? Est-ce que, c'est un thème qui vous est très cher, est-ce qu'on retrouve, en fait le travail c'est notre identité aussi propre, est-ce qu'on retrouve cette singularité dans l'art, notamment dans les photos? Moi, je trouve que, notamment l'exposition proposée par Sophie, elle nous montre tout à fait ce qu'est notre idéal du travail et ce que désirent les gens aujourd'hui dans le travail. Quand j'ai vu l'exposition, ça m'a fait penser à une très belle phrase de Nietzsche qui dit « Nous avons l'art pour ne pas périr de la vérité ». Et peut-être parce que la vérité serait trop difficile à supporter. Et je trouve que dans l'exposition, mais Sophie me dira si elle est d'accord ou pas. D'ailleurs, tu le dis dans ton propos introductif, tu dis « je veux montrer que le travail, ça peut être une œuvre, il peut avoir du sens, ça peut être beau ». Donc tu as un parti pris et je trouve que l'exposition reprend ce parti pris. Et il me semble, j'ai bien regardé, il n'y a pas de souffrance dans cette exposition. C'est de la création, de la beauté. Souvent, les gens ont des sourires, même quand ils font quelque chose de dur. Donc c'est vraiment l'exposition, je dirais, de l'idéal du travail. Et de l'idéal du travail qu'on trouvait par exemple chez le jeune Marx. J'adore, c'est ma citation préférée, la citation du jeune Marx de 1844, qui disait « Supposons que nous produisions comme des êtres humains, alors nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. » Et ça, c'est absolument magnifique parce que et Marx se moque de la conception que Smith avait du travail. Il dit Smith, il a rien compris au travail. Il pense que c'est de la fatigue, de la sueur, de la désutilité. Pas du tout, dit-il. Le travail est une passion créatrice positive. Et donc, je trouve que voilà, cette exposition, ça me fait beaucoup penser à ça. Alors, je dirais que c'est à la fois, elle nous montre à la fois une certaine vérité du travail, mais quand même un tout petit peu embellie, parce que j'ai l'impression qu'on laisse de côté peut-être les images de déni de reconnaissance, de grande souffrance, de déshumanisation, de ce qu'on raconte aujourd'hui, de tâcheronisation, de gens qui n'en peuvent plus, de burn-out, etc. Mais voilà, ça nous dit ce que le travail devrait être. Mais justement, est-ce que peut-être que je peux redonner la parole au photographe? Est-ce que c'est des choses qu'on peut montrer, ça, le côté, le déni, le burn-out, la fatigue, ce que disait. Il n'y a pas que des gens qui sourient peut-être dans vos photos. Non, mais bien sûr. Mais après, c'est un choix. Comme je parlais du choix rédactionnel, le choix d'un commissaire d'expo, c'est la même chose. C'est un choix rédactionnel, quoi. C'est un choix éditorial. Après. Pour le montrer, oui, le photographe peut le montrer. On peut faire des expos personnelles, on peut aussi faire des livres. D'accord. Oui, ça dépend si on a un commandateur qui veut montrer certaines choses et pas d'autres, qui veut pas montrer quelqu'un en train de fumer une cigarette à côté de machine. Pour moi, c'est très triste cette histoire de censurer cette photo, parce que ça, je veux dire, si on veut voir et montrer pas d'une façon démonstrative, mais montrer un peu ce qui existe dans la réalité, ça fait partie de la réalité. Et les souffrances aussi font partie de la réalité. C'est pas toute la réalité, mais c'est une partie. Pourquoi se le cacher? Mais si le commandataire ne veut pas le montrer, bon, il y a un problème. Mais bien sûr, moi, je préfère quand le commandataire est moi-même. Donc, c'est toujours mieux. C'est plus facile. C'est pas qu'elle n'est pas montrée, c'est qu'elle est transfigurée en quelque sorte. C'est-à-dire que, en effet, même quand, mais c'est ce que Alain Supiot, c'est comme ça qu'Alain Supiot décrit le travail. Ce mélange, dit-il, de création et de douleur qui donne lieu à quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est transfiguré. Je me souviens, la photo que j'ai eu à commenter, je crois que c'est la construction du pont de Normandie, justement, avec donc des échafaudages et un homme il y a une sorte d'hubris comme ça, un homme qui est lancé dans le ciel, qui construit. Et je crois que ce que tu veux montrer aussi, c'est le côté exploit, prouesse. Et je pense que ça rejoint complètement les attentes modernes. Ça me fait penser à un
sociologue allemand qui s'appelle Stefan Vosswinkel, et qui dit que le travail, c'est devenu, dans nos mondes modernes, la dernière arène où les individus peuvent montrer ce dont ils sont capables et peuvent ainsi susciter l'admiration. Voilà. Et je crois que ça, tu le montres très bien. Alors je voulais juste rebondir aussi sur les commentaires. Quand il y a des commentaires sur vos photos ou des commentaires de vos films, est-ce que vous vous dites c'est pas ça que je voulais dire, ou au contraire ils ont rien compris, ou ils ont tout compris? Est-ce que c'est toujours intéressant? Est-ce que vous laissez les gens faire leur propre voyage? Jean-Michel Turpin? En fait, il y a autant de commentaires que de gens qui regardent nos photos ou nos films. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est de laisser l'imagination et le regard à chacun. Quand je vais faire un reportage, à différence de Richard est sûrement plus un artiste que moi. Hein. Moi, je suis journaliste, mais ça n'empêche que je laisse à chacun le plaisir d'imaginer cette jeune femme chinoise qui se retourne au travail à la chaîne. Ah, c'est formidable. Il y a une interprétation par un spécialiste de travail, mais chacun aura son interprétation. Moi-même, j'ai mon interprétation, qui est la bonne ou la mauvaise, j'en sais rien. Jamais je saurais pourquoi elle me regarde avec cette interrogation, ce regard. Est-ce que c'est de la peur, de la curiosité ? Oui, alors je rappelle juste pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, ce sont des femmes en Chine qui sont assises de dos sur des tabourets au travail, et il y en a une qui se retourne et qui vous regarde. Et justement, l'idée, c'est est-ce que si elle s'était pas retournée, est-ce que ça aurait changé la photo? Est-ce que vous auriez eu une autre photo? Bon, alors, la photo n'aurait pas eu grand intérêt, je crois. Mais voilà. Elle aurait eu l'intérêt de la chaîne. Cédric Lapiche, pardon, allez-y. Non, Jean-Michel, terminé. Cédric Lapiche. Oui, enfin, ce qu'il décrit, c'est ce qu'on appelle la polysémie de l'image, c'est-à-dire que chacun voit ce qu'il a envie de voir, ou par rapport à son vécu, chacun investit des choses. Moi, je suis toujours étonné quand je projette un film, s'il y a 300 personnes dans la salle, ils ont vu 300 films. C'est assez incroyable. Et donc, c'est encore plus vrai avec les critiques de cinéma. C'est toujours très drôle de voir comment chacun a un avis, quoi, disons. Antoine Rusbach, peut-être, sur ce point? Oui, c'est toujours très perturbant quand les gens nous disent « Ah, mais vous avez voulu dire ça !» comme si on était des messagers, alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens se disent quelque chose. Et donc, c'est le contraire qu'on vise, quoi. Richard Calva? Le but, c'est que tout le monde a une opinion, une idée différente. C'est le but. Moi, j'aime travailler dans l'ambiguïté. Plus il y a de l'ambiguïté, mieux c'est pour vous. Mieux je me porte. Mais je trouve, peut-être c'est plus vrai pour la photo que pour le cinéma, que c'est vraiment dans la nature de la photographie d'être un peu éloigné de la réalité. Dans le cinéma, il y a une construction. Oui, non, mais il y a le mouvement, il y a le son qui vous rapprochez un peu, qui vous rapproche un peu plus à la réalité. Dans la photo, c'est une image. Ça peut être ça peut être autre chose. C'est un moment pris dans la vie et qui existe pour toujours immobile, etc. C'est en soi ambigu. Donc, je pense que si tout le monde a une idée différente, c'est très intéressant. C'est tant mieux. Dominique Méda, je vous redonne la parole sur les rapports. Oui, c'est ça. Non, je voulais me réjouir pour les sociologues du travail qu'on ait une telle abondance de matériel, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en effet des documentaires, on a des films, beaucoup de films. On a des séries, par exemple. Mad Men, c'est une magnifique série sur le travail aussi. On a maintenant le roman photo, le dernier roman photo, là, les racines de la colère de Vincent Jarousseau, qui est extraordinaire sur le travail. On voit cet ouvrier qui va, là encore, construire un pont. Et dire aussi que peut-être, du coup, les frontières entre les métiers sont plus toujours très claires, parce que nous, maintenant, on a des sociologues, des chercheurs qui partent avec la caméra sur le dos, comme maintenant on a un matériel très léger, et qui vont aussi filmer. Et donc, ça peut permettre aussi soit un effacement des frontières, mais aussi peut-être des coopérations très, très intéressantes entre réalisateurs et sociologues du travail. Alors Bernard Thibault, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui. Vous avez entendu tous les intervenants. Qu'est-ce que ça vous inspire, hein? Oui, vous alors, qui réfléchissez grand témoin, sur je vous remercie pour la qualité.
très grand témoin. Écoutez, moi je vous propose déjà une première conclusion pour ce colloque, si le directeur général de l'OIT en est d'accord, sur la base de ce que Cédric Clapiche évoquait, à savoir que les travailleurs pouvaient s'éloigner du réflexe d'action collective ou de l'engagement syndical, et qu'il y avait, si j'ai bien compris, à due proportion, une diminution de l'engagement syndical et une augmentation de la fréquentation des psychiatres, des psychanalystes pour essayer de... Bon. Et une diminution du nombre de jours de grève. Bon, la conclusion, c'est que la grève est un gage pour être bien portant à l'avenir. Enfin, moi, je pense, c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Mais... Non, on vous entend pas, Cédric. Allez-y. J'ai pas dit qu'il y avait une diminution des jours de grève. Hein. Les autres sont vrais. Mais... Vous avez compris que c'était une boutade. Enfin, donc, première conclusion, le recours à la grève est un gage de bonne santé. Hein, c'est ce que je retiens. La deuxième remarque, c'est que l'accès à l'image de situation au travail n'est pas aussi facile que ça. C'est pas forcément aisé d'accéder dans un lieu de travail, voir des travailleurs à l'œuvre. C'est pas forcément facile. Alors, il y a une différence de ce point de vue-là, je crois, entre la photo qui va essayer justement de trouver des situations et le film qui, lui, naturellement, crée quelque part. C'est une création, on peut créer son environnement, ses personnages. Mais pour la photo, l'accès à certaines situations n'est pas possible. Hein, même pour du reportage. Même pour des reportages. L'entreprise est quand même un périmètre hyper protégé. Et le lieu de travail. Et donc, ça ne m'étonne pas que, même quand on parvient à faire certaines photographies, celles-là sont censurées. Bon, voilà. Donc, il faut arriver à en faire. Et après, il faut qu'elle passe le filtre. Hein, vous voyez que... Alors, moi, il y a naturellement de multiples avantages à toutes ces créations. Quel que soit, je dirais, le profil, plutôt reporter, témoin, ou créateur à partir de l'image. Moi, chacun, comme ça vient d'être évoqué, peut avoir une appréciation sur l'angle que les photos ont de cette exposition, l'angle du travail qu'elles diffusent. Et on pourrait trouver sur les mêmes métiers qui existent bien d'autres photos en situation différente du travailleur ou de la travailleuse. Mais je pense qu'un des grands mérites, c'est justement de rendre plus accessibles certaines situations au travail très méconnues. On connaît peu de métiers en général, parce qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer des situations de gens, d'hommes et de femmes au travail, en dehors de ce que l'on connaît, de son cercle familial, de son cercle d'amis. Mais après, il y a plein de métiers que l'on découvre en permanence. S'il n'y a pas de photos ou de reproduction de ces situations au travail, on ignore que des gens font certains boulots, et parfois dans des conditions très, très critiquables. Donc cette vertu de communication par la création, par l'image, que ce soit l'image statique ou le film, ça c'est quelque chose de très important, notamment dans sa dimension internationale. Et pour une institution comme l'OIT, naturellement, on a besoin de diffuser la réalité de ce qu'est le travail aujourd'hui pour essayer de, je vais utiliser peut-être un gros mot, monsieur le directeur, légiférer sur le droit du travail à l'échelle internationale. Produire du droit, mais à partir des réalités. Alors après, bon, il peut y avoir d'autres remarques. La photo, elle permet aussi d'être multilingue, de fait. À partir d'une photo, vous franchissez les frontières. Alors ça peut être le cas aussi pour un film, mais un film nécessite forcément un travail d'accompagnement pour qu'il soit plus accessible. La photo, elle peut parler bien au-delà des frontières, et là aussi, pour une institution internationale comme l'OIT, je pense que ça fait partie des outils, si je peux dire, que de s'appuyer sur l'art artistique, l'art photographique, entre autres, mais on pourrait le retrouver sur la sculpture ou la peinture. Là aussi, on peut franchir les frontières à partir d'une reproduction du travail qui est très important. Et vous qui vous intéressez aux transformations du travail, est-ce que vous avez le sentiment que parfois les artistes vous devancent, hein, c'est-à-dire est-ce que il y a justement des métiers, des transformations que vous n'avez pas vues ou que vous êtes en train d'étudier et que les photographes ou les films mettent en avant? Ah bah si je prends des séries de science-fiction, par exemple. Oui, Black Mirror, ou vous pensez à sur la robotisation Voilà. Ce que l'on laisse entrevoir de l'intelligence artificielle et de son impact possible, pas uniquement sur le travail,
sur les finalités du travail, ce qu'on produit, ce pourquoi et comment on produit. Ça fait froid dans le dos. Alors, on se dit c'est de la fiction, mais je me rappelle avoir vu des fictions quand j'étais gamin, et avec le recul, on se dit ils avaient peut-être un peu anticipé certains événements. Oui, donc je pense que des créateurs, en l'occurrence dans le domaine cinématographique, peuvent nous amener à mieux identifier certaines situations pour lesquelles les discours ne décriront jamais cette réalité. Là aussi, je pense que c'est le propre d'une création photographique, cinématographique, c'est d'être beaucoup plus précise, voire d'apporter beaucoup plus que de nombreux discours qui vont chercher à décrire la même scène. D'accord. Alors, on arrive à la fin de ce colloque. Il y avait une question que je voulais vous poser à tous, très brièvement, mais à vous aussi, Bernard Thibault. C'est en fait le travail aujourd'hui, c'est quand même le grand absent des débats. On parle beaucoup d'emploi, de chômage, moins de travail. Et on dit aussi le travail, c'est tout un art. Est-ce que l'art montre justement ce savoir-faire, ce tour de main, la réalité du travail vivant? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le cas? Non, le travail est maltraité. Maltraité, et je ne pense pas uniquement sous un angle purement matériel ou de reconnaissance, quoique c'est une véritable question, mais maltraité dans ce sens où on sous-estime, ça a été évoqué, l'attachement des travailleurs, quel que soit le travail dans lequel ils sont investis, l'attachement des travailleurs dans ce qu'ils font. Même si c'est un travail qui peut être dur, qu'ils subissent, qu'ils n'ont pas forcément choisi, ils vont chercher à faire le meilleur travail possible là où ils sont. La dimension collective de ce qu'apporte le travail, l'aspect créatif, innovant. Il est connu, reconnu que les gens ne travaillent pas uniquement selon les prescriptions et les ordres qu'ils reçoivent. Si c'était le cas, il n'y a pas grand-chose qui marcherait, par exemple. Bon. C'est vrai. Bah oui, non, mais bon courage à ceux qui voient la société de demain fonctionner uniquement avec l'intelligence artificielle. Le jour où il y a un plomb qui va sauter, ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe. Oui, la dimension de ce qu'apporte le travail est complètement sous-estimée, voire ignorée. On a l'impression que des choses se font naturellement sans voir qu'il y a des hommes et des femmes qui contribuent à ce que quelque chose soit produit, distribué. Et puis il y a une question qui, pour moi, mais je pourrais dire, puisque le directeur l'a évoqué dans son propos liminaire, est de plus en plus fondamentale, c'est que nous sommes tous confrontés à des défis s'agissant de la finalité du travail pour demain. Si nous voulons apporter des réponses s'agissant des questions environnementales, des inégalités, de la pauvreté, de l'exclusion, etc., il faut bien qu'on s'interroge sur la finalité du travail, ce qu'on produit, comment on le produit, dans quel but, dans quelles conditions. Et ça, ne pas s'intéresser au travail d'aujourd'hui ou ne pas ouvrir une réflexion ouverte pour envisager le travail de demain, c'est presque criminel de ce point de vue. Et ça n'est pas uniquement les travailleurs eux-mêmes, même s'ils peuvent le faire, qui peuvent apporter la réponse à eux tout seuls. Ils peuvent être disponibles, et il faut qu'ils soient disponibles, mais il faut encourager une démarche beaucoup plus collective. D'accord. Dominique Méda, je vous pose la même question. Est-ce que l'art montre ce savoir-faire aujourd'hui, ce tour de main? Quel est le travail vivant? Oui, j'ai envie de redire en effet ce que je disais tout à l'heure. Ça nous montre un idéal du travail, et je suis d'accord avec Bernard Thibault pour dire qu'aujourd'hui, mais aussi, j'ai envie de dire, d'Adam Smith à Taylor et à aujourd'hui, il y a une sorte d'occultation du travail, et on nous dit très clairement que ce qui importe finalement, Taylor le dit très, il le dit mot pour mot, ce qui importe, c'est pas le bien-être des travailleurs, c'est le bien-être du consommateur. Ce que nous cherchons à obtenir, c'est le bien-être du consommateur, donc une baisse des prix, et le travailleur là-dedans, ça n'a pas beaucoup d'importance. Isabelle de Gareil, je pose la même question. Oui, je rejoins ce qui vient d'être dit, mais je voudrais dire que dans l'expo photo, il y a deux photos en fait qu'on pourrait, je ne sais pas si elles sont l'une à côté de l'autre, mais qui montrent deux façons de travailler. Il y a une photo qui se passe sûrement dans un EHPAD avec une jeune aide-soignante, et la photo prend le sourire, l'échange du sourire entre la vieille dame et la jeune femme. Des EHPAD dont on sait aujourd'hui qu'ils sont en surcharge, réduction des effectifs, etc. Et donc le sourire qui est justement là où se trouve le trésor du travail, devient de moins en moins possible. Et on pourrait faire la comparaison avec l'autre photo où on a un petit robot
qui vient d'être fabriqué par un roboticien. Et on pourrait donc associer ça à un film Alice Care, où le robot vient remplacer l'aide-soignante. Mais le robot ne sourit pas, et en tout cas, il y a rien du sourire de l'aide-soignante qui passe vis-à-vis d'un personne âgé. Et donc un travail réellement humain pour des humains. Parce que pour qui travaille-t-on? Pour nous, pour notre humanité. Et donc je trouve que ça c'est... L'art le dit, mais pas assez peut-être. Antoine Rusbach. Oui. Non, est-ce que je vous pose aussi la même question. Est-ce que justement, ou peut-être dans votre film, est-ce qu'Olivier Gourmet, quand est-ce qu'on voit que justement ce travail, cet amour du travail bien fait, qu'est-ce qui incarne vraiment? Est-ce qu'il y a une scène à laquelle vous pensez qui montre ça? Le personnage, c'est un personnage qui est peut-être allé même trop loin dans cette valorisation du travail. C'est quelqu'un qui n'est que travail. Alors le film nous montre, c'est un contre-exemple, mais il nous montre aussi un autre écueil possible, c'est celui de ne plus s'écouter ou d'essayer de trop se valoriser par le travail et de ne plus savoir qui on est et de ne plus s'écouter. Mais effectivement, je suis d'accord, le travail est profondément humain. Et après, la question, c'est qu'est-ce que c'est que d'être humain? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif? On est aussi des êtres très complexes, et je pense que le travail est aussi complexe que nous, en fait. C'est ça que... Ouais. Cédric Lapiche, qu'est-ce que c'est que le travail vivant? Comment on le montre à l'écran? Alors, en fait, ce qui est délicat, c'est d'avoir un mot pour tout ça, en fait. C'est-à-dire que... je repensais à ce que vous disiez sur le travail de nuit, et je me suis dit, voilà, qui travaillait hier soir? Il y avait les pompiers à Notre-Dame, il y avait des chauffeurs de bus, il y avait des DJ certainement dans les boîtes de nuit, il y avait des, je sais pas, sages-femmes dans une maternité. Comment comparer ça? C'est difficile, c'est du travail pour tout le monde. Les pompiers ont été applaudis, on les érige en héros, et certainement avec raison. La sage-femme, personne l'applaudit, mais c'est l'héroïne au moins de 3 personnes. Et il n'y a pas forcément de souffrance dans ça. Il y a de l'effort, ouais, mais il faut séparer ce qui est l'effort et ce qui est la souffrance. Et je pense que oui, dans tout, enfin, ce qui rassemble tous ces gens-là, c'est qu'il y a une finalité qui est très différente. Un chauffeur de bus, il n'a pas la même finalité que les pompiers ou la sage-femme. Et par contre, chacun a besoin de trouver une activité qui remplit sa vie. Et je crois que c'est ça la vraie question du travail, c'est comment remplir sa vie, quoi. Comment on remplit sa vie, Jean-Michel Turenbach? Je crois qu'il y avait une photo que j'adore, j'espère que je ne me trompe pas, c'est celle du guide au Muséum d'Histoire Naturelle. Oui. Justement, on a l'impression que c'est un métier, mais comment on montre que justement il y a un intérêt, y compris dans un métier où on est tout seul la nuit? Lui, c'est un guide, mais je pense que ça pourrait être un scientifique ou enfin pas un guide, un garde, mais pour être guide, il pourrait être scientifique. Il a un savoir, et il connaît tous les os. Un par un du muséum. Non, je voudrais préciser, parce que c'est une expo photo sur le travail, qu'il y a un artiste, un journaliste. De plus en plus, on est confronté à la communication des entreprises. Et elle donne une autre façon de voir le travail. Et donc ça, c'est un travail qui est bien contrôlé. Donc on va prendre des photographes professionnels, on va les laisser travailler comme ils veulent. La seule différence, ça va être la diffusion des images, où là, elles vont être contrôlées, elles vont aller dans le sens de l'entreprise. Là, il y aura pas de cigarettes sur le pont, il y aura pas de petite pause amicale dans la cafétéria. Ça, on le montrera pas. On va montrer, il y aura pas l'effort, la sueur, l'accident du travail. Tout ça, ça n'existe pas. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur les propos sur la presse et les difficultés financières de la presse, les journaux, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la multinationale, la grande entreprise. Vous n'auriez pas des photos? Mais bien sûr, on a des photos en service de presse, on a tout ce qu'il faut. On va vous donner des photos. C'est des photos qui sont ni le travail d'un artiste, ni le travail d'un journaliste. Heureusement, parfois, il y a les syndicats, les syndicalistes, qui nous aident à rentrer en OUSD dans certaines entreprises pour voir justement ce que la direction de l'entreprise ne veut pas forcément nous montrer. Richard Calvar, vous avez le mot de la fin. Comment on montre ce travail, cet amour du travail bien fait?
Il y a une autre question. Est-ce que tout le travail est bien fait? Très bonne question, excellente question. Non, parce Vous avez que bon, une il y a minute. certaines généralisations qui sont pas peut-être tout à fait exactes. Il y a des gens qui travaillent bien, il y a des gens qui travaillent mal, il y a des gens qui aiment leur boulot, il y a des gens qui n'aiment pas leur boulot. Et évidemment, il y a des gens qui aiment un peu, mais pas trop, etc. Il y a des gens qui veulent absolument bien faire, il y a des gens qui pensent qu'à sortir à 5h30 de l'après-midi. Donc, il ne faut pas ni idéaliser le monde du travail totalement. Il y a des choses admirables, mais il y a aussi des choses pas admirables. Il y a des gens, au début, on a parlé, vous avez parlé de gens dans les photos qui travaillent ensemble. Mais on ne travaille pas toujours ensemble. Et d'ailleurs, parfois, on est censé travailler ensemble et on travaille mal ensemble. On se fait des sales coups au travail. Je sais, je connais des gens, des victimes de sales coups. Bon, ok. Donc. Non, c'est vrai aussi. Mais écoutez, merci beaucoup à vous tous d'avoir témoigné. Et voilà pour cette table ronde sur l'art et le monde du travail, organisée le mois dernier au Sénat. Les artistes participant à ce débat ont montré que l'art pouvait apporter un autre regard sur le monde du travail, une vision plus concrète, plus subjective face à l'abstraction du droit du travail. Qui mieux par exemple que Charlie Chaplin pour parler de l'organisation tayloriste de la production industrielle au XXe siècle. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.